La féminisation de la profession, oui, c'est un sujet, c'est possible, j'en suis la preuve vivante. Il n'y a effectivement pas, pour l'instant, une équivalence totale entre la proportion d'hommes et de femmes qui s'engagent dans une carrière hospitalière, encore moins dans celle de doyen, mais je clôt le sujet. Après, je voudrais dire sur votre présentation que le propos que nous envisageons ici n'est pas de pouvoir offrir à tous, tout le monde ne sera pas hospitalo-universitaire, donc il y aura un engagement ou pas. Après, je crois que la réforme du troisième cycle, et je profite d'avoir le micro pour remercier Benoît Schlemmer de la façon dont il l'a conduite, eh bien, va nous permettre d'être plus didactique sur ce sujet, parce que le post-internat, ce n'est pas équivalent au poste de CCA et au poste de début de carrière hospitalo-universitaire. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les deux choses, et notamment les disciplines chirurgicales ont besoin d'apprendre à exercer leur art, ont besoin de compétences poussées dans un post-internat sans que forcément il y ait le choix derrière d'une carrière hospitalo-universitaire. Et je crois que la mise en place de la réforme va nous permettre de vous expliquer beaucoup plus simplement et clairement tous ces aspects qui sont à approfondir. Donc nous aurions beaucoup de choses à envisager encore dans cette réforme. Nous n'aurons pas le temps de le faire dans le temps qui nous est imparti ce soir parce qu'on doit laisser la place à la conférence suivante. Est-ce qu'il y a malgré tout une question dans la salle ? Oui. Donc, oui, Isabelle, et une question à gauche. Bonjour, Julien Langlais, je représente les chefs de clinique, les assistants et les assistants hospitalo-universitaires. Du coup, j'avais envie de vous dire un mot. Je voudrais déjà remercier la grande qualité, la très grande qualité des réflexions qui ont été menées et qui montrent qu'il y a une ouverture d'esprit qui va grandissant. Je voudrais éventuellement rajouter que le manque d'attractivité de la carrière hospitalo-universitaire se considère complètement en miroir de l'attractivité de la carrière hospitalière, puisque les termes que vous avez utilisés sont les termes qu'on a entendus lors de la mission Le Maine, strictement et identiquement, que ça correspond à une nouvelle vision d'exercer la médecine, mais en réalité à une nouvelle vision de construire sa vie, et que là-dessus, la génération Y, la génération millénia ont fait l'objet de publications scientifiques, sociologiques fournies, qu'on retrouve parfaitement dans les propos du président de la CME de Lille. Et la question un peu subversive que je voudrais poser, c'est à l'heure où finalement les statuts sont rigides, extrêmement rigides, à l'heure où ces statuts font qu'on se retrouve dans une dynamique de carrière où on a globalement peu la possibilité de changer, face à une génération, la nôtre, la mienne, qui considère qu'une vie professionnelle réussie, c'est d'abord et avant tout une vie professionnelle multiple, le statut a-t-il encore du sens ? Le statut hospitalo-universitaire, le statut hospitalier tout court, a-t-il encore du sens ? Alors que nous, docteurs, nous sommes dans une dynamique de plein emploi pour encore quelques temps, nous l'avons toujours été. C'est ma première question. Et ma seconde question, qui me semble être, à mon avis, capitale, c'est quand allons-nous enfin considérer que la valence hospitalo-universitaire doit être dissociée de la valence managériale ? Il faut demain pouvoir donner aux managers de la santé la possibilité d'avoir une formation spécifique et d'en avoir le goût. Et il faut pouvoir donner la possibilité à ces managers de se rapprocher des directeurs. La dichotomie directeur-manager est absolument délétère pour l'hôpital public. Voilà, my two cents. Isabelle, elle veut plus rien. Peut-être je vais répondre, mais bon, on peut pas tout régler ce soir. Dans les questions qui ont été posées, parce que beaucoup de choses sont là, il y a quelque chose sur lequel on ne pourra pas déroger, c'est sur la science. C'est-à-dire que si on veut faire de l'innovation, si on veut faire de la recherche sur tous les éléments qui ont été dits, quelle que soit la recherche d'ailleurs, pas forcément une recherche, le mot excellence reste le mot excellence.
Ce qui veut dire qu'il faut former en amont, et ce qu'a dit, ce qui a été dit tout à l'heure, également par tous. Et ça, c'est notre responsabilité de doyen, d'offrir aujourd'hui des parcours beaucoup plus variés, et d'ailleurs des entrées en médecine beaucoup plus variées, sur le quoi on travaille d'ailleurs avec les expérimentations, qui d'ailleurs devraient plus être des expérimentations, mais plutôt l'entrée des études de médecine dans le système LMD. Enfin bon, ça y est, on y avance. En tout cas, les modèles Alter-PACES, un modèle effectivement de licence type santé, enfin des choses qui peuvent être un mixte entre les différentes expérimentations aujourd'hui en cours. Je crois qu'on travaille là-dessus avec notre responsabilité d'offrir aux plus jeunes des parcours différents. Certains veulent faire de la biologie et être des biologistes et des prix Nobel, très bien. Laissons-les partir très vite et aidons-les, aménageons leur parcours. D'autres veulent plutôt faire des sciences humaines, très bien. Laissons-les partir, accompagnons-les et sur l'ensemble du parcours. Donc droit à la diversité, je crois qu'aujourd'hui on est trop formaté, donc ça c'est un élément sur lequel l'ensemble des doyens aujourd'hui, et donc en particulier Jean Sibilia est sur les doubles parcours aujourd'hui dans le cadre de la conférence, nous travaillons sur ces doubles parcours, avec des années de césure également, comme ça a été évoqué, et sûrement des financements. Maintenant, sur la partie de la partie universitaire et des statuts, je pense qu'il faut réfléchir, mais là il faut une mission de réflexion, parce que là, voilà. Et je pense que le mot universitaire doit être redéfini, mais le mot excellence, alors excellence ça veut parfois être un peu comme ça pompeux, mais je crois qu'on ne peut pas transiger sur la qualité du mot universitaire, ne serait-ce que parce que l'université, ni d'ailleurs l'enseignement supérieur, ne voudra accorder des statuts au rabais, par rapport à nos collègues d'ailleurs. Donc il faut réfléchir collectivement, avoir une mission. Je crois que c'était le sens. Mais peut-être, Martin, tu... Ce que disait Julien Langlais sur le statut, est-ce que le statut est adapté à nos aspirations? Moi, je reviendrai peut-être 2 secondes sur pourquoi est-ce qu'il y a des statuts, pourquoi est-ce qu'on crée des statuts? Pour 3 choses en général. La première, pour faire mieux que ce qu'il y avait quand les statuts n'existaient pas. Est-ce qu'aujourd'hui c'est mieux quand on voit que on va changer pour aller dans un ESPIC, on sera mieux payé, on y sera mieux, ça pose un vrai problème. Et je reprends pour une infirmière, quand une infirmière, compte tenu des contraintes qu'il y a chez nous, est souvent obligée d'avoir un double job illégal pour pouvoir fonctionner, je pense qu'il y a un petit problème sur est-ce que le statut, c'est vraiment mieux que l'absence de statut. Deuxième chose, c'est fait pour rendre les choses égales et équitables. Est-ce qu'il y a un sentiment général dans les CHU que l'équité est la meilleure? J'en suis pas sûr aujourd'hui. Et puis la troisième chose, c'est pour sécuriser. Est-ce que ce sont les bonnes sécurités par rapport à la demande de diversité de parcours, ou est-ce que c'est de nouvelles sécurités qu'il faut donner? Moi, j'aurais tendance à répondre oui. Donc, moi, je garderai avec comment on améliore, comment on sécurise, comment on répond à l'équité, et je pense que c'est peut-être d'autres modes de réponse que les modes de réponse actuels.